Je pense sincèrement que cette fin va énormément frustrer. House of the Dragon, saison 2, épisode 8. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu l'intégralité de la saison 2, quittez cette vidéo, allez voir la saison et revenez juste après. Parce que oui, en effet, c'est la fin de la saison, il n'y a que 8 épisodes durant cette saison, contrairement à la précédente saison. Par contre, l'épisode dure 1h10, ce qui est pas mal, et la fin va beaucoup énerver et on va en parler. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, vous le connaissez, CyberGhost VPN et ses 30 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile pour le coup que j'utilise. Déjà, ça va doubler votre catalogue streaming, vraiment. Et en plus de ça, lorsque vous cherchez un film sur Google, vous tapez le nom du film et où regarder, il y a plein de sites qui vous disent dans quel pays le film est dispo. Vous changez le pays, que ce soit au Canada, aux USA, au Royaume-Uni, en Europe, en Belgique, en Suisse, en Italie, j'en sais rien, pour la VOST-FR et même dans certains cas la VF. Et vous avez accès à ce film. Quelques exemples sur Netflix, vous avez Godzilla Minus One en version normale et noir et blanc, ce qui est mortel. La série Scavenger's Reign qui est trop bien, vraiment sous-côté. Sur Disney+, vous avez La Planète des Singes, le nouveau royaume qui est déjà dispo. Vous avez aussi Immaculé qui arrive dans quelques jours. Sur Max qui est disponible dans votre abonnement canal, ne l'oubliez pas, vous avez Godzilla X Kong, vous avez Love Lies Bleeding, vous avez Iron Claw et surtout Dune 2 en 4K. Vous avez aussi YouTube Premium qui change vraiment la vie pour beaucoup moins cher, hein. Juste les vidéos sans publicité en mode podcast et tout, c'est trop bien. Vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher, comme la Roumanie, la Bulgarie, où vous pouvez aller au-delà de l'Union Européenne, mais c'est un peu plus compliqué, mais c'est moins cher aussi. Vous serez en bilan de sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour parler du début, j'aime beaucoup ce début de terre tropicale qui fait très faux, hein, pour le coup. Hein. T'as vraiment l'impression que c'est un studio plus qu'autre chose, mais tu vois ce Lannister à Essos qui est en train d'essayer de convaincre des pirates / mercenaires de l'aider. J'aime beaucoup le fait qu'il transpire, de une par rapport à la chaleur, mais aussi ça symbolise qu'il stresse. Au fait, il est pas sûr d'y arriver. On a vu que c'était pas toujours la personne la plus compétente du conseil. C'est normal qu'il soit un petit peu inquiet de ce qui se passe. D'ailleurs, personne le respecte, hein, à ce moment même. Il fait un deal qui est très coûteux, c'est vrai, mais c'est un deal qui est bien vendu par les mercenaires. C'est-à-dire que l'armada qu'il va recevoir sera tellement gigantesque qu'il pourra lui-même prendre le trône. C'est comme ça qu'ils vendent. Mais pour ça, il faut convaincre Lohar. Même si d'un côté, le trône va te détester pour le deal que tu as fait, Lohar est nécessaire. Et j'aime beaucoup l'actrice, je trouve qu'elle fait un super travail. Il y a un côté très excentrique à son jeu. Je trouve qu'elle a une bonne alchimie avec le Lannister. Je trouve le combat dans la boue assez rigolo et je trouve que c'est bien d'avoir un moment un peu plus léger parce que la saison est assez dramatique, disons-le. Et c'est cool d'avoir ce moment où t'as un peuple qui ne vit pas la guerre, qui est un peu plus relaxé, qui se permet de faire des combats debout et qui cherche même des partenaires sexuels. Naturellement, ils ont une bonne alchimie. J'ai beaucoup aimé cette mini-intrigue là qui marque aussi une sorte de calme avant la tempête et un dernier moment un peu de légèreté, de fun, de plaisir avant la guerre qui va arriver. Donc je suis content qu'il l'ait mise là. Je suis content aussi d'avoir vu briller un petit peu le Lannister parce que c'est vrai que c'est un petit peu le bouffon de service, hein, pendant les 2 premières saisons pour l'instant. Plus ou moins, hein, je comprends bien qui il est, mais il n'a pas souvent été respecté et c'est cool de lui avoir donné des responsabilités. Donc c'est un truc que j'ai bien aimé, comme celle d'Aegon qui est vraiment déprimé pour le coup, dans le sens où il ne peut même plus uriner, il ne pourra plus avoir de relations sexuelles, il pense même que son dragon est mort. Est-ce qu'il est mort réellement? Je ne sais pas. En tout cas, la manière dont la série l'indique, on dirait vraiment qu'il est mort, mais je n'y crois pas trop non plus. Je pense pas qu'il a les bonnes infos. Mais en tout cas, il s'est un petit peu soigné, il va un petit peu mieux, il demande même de l'alcool. Mais le seul truc qui le maintient en vie à ce moment-là, disons-le, c'est le trône, c'est la couronne. C'est là que Larys vient un petit peu briser son rêve. Il lui donne les infos par rapport au fait qu'en face, il y a beaucoup de dragons et que la bataille semble entre guillemets perdue, qu'il faut trouver d'autres méthodes, que son frère est devenu complètement fou, qu'il règne par la terreur et la peur, on en parle après, et que le meilleur moyen de gagner cette guerre est de partir et revenir reconstruire après la guerre ou de manigancer différemment. Et là, Larys a une opportunité de une, d'être le conseiller le plus proche d'un futur roi et surtout de sauver sa peau parce qu'il sait très bien que Larys et Aegon d'ailleurs vont se faire tuer. Vu comment Aemond a pété un câble, ils risquent clairement d'être des victimes. Donc leur départ est une très bonne chose d'un point de vue stratégique. Mais ça montre maintenant que la division a été actée. L'histoire des deux camps, c'est un petit peu terminé. Maintenant, il y en aura plusieurs. Pour parler un petit peu de Rhaena, c'est vrai que cet épisode-là, elle fait qu'une chose. Elle cherche le fameux dragon, le Ship Stealer, ou je sais pas comment
comment on l'appelle en français, hein, le chasseur de moutons, j'imagine, ou le mangeur de moutons, qu'elle trouve enfin, mais il y a comme une vraie frustration, c'est qu'elle passe tout l'épisode, et d'ailleurs les 2 derniers épisodes à tout simplement le chercher, elle a découvert son existence il y a 3 épisodes, et là elle le voit enfin, tout à la fin, mais on n'a pas de séquence avec elle qui l'apprivoise, et c'est un peu décevant parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Elle le cherche pendant un moment, on le voit, j'aime beaucoup son design pour le coup et sa taille, c'est intéressant ce choix, et la saison 3, ce qui va se passer, c'est qu'elle va arriver direct dessus, dans une bataille ou autre, elle aura déjà apprivoisé. Et c'est un peu dommage parce qu'on aimerait bien voir ça, le lien qui se crée entre un dresseur de dragon et un dragon, et le fait de l'avoir zappé ici ne conclut en soi même pas l'intrigue de Rhaena, alors que ça fait un moment qu'on tease son utilité et le fait qu'elle veut explorer des choses plus intéressantes. Et ça, c'est dommage, parce que la frustration s'accumule dans cet épisode-là avec quasiment toutes les intrigues. La seule intrigue qui s'est conclue dans cet épisode-là, et dans cette saison, disons les choses, c'est celle de Daemon. L'intrigue la plus détestée de la saison par beaucoup de personnes, que moi j'ai pas détestée, au contraire, je l'ai pas mal défendue, mais c'est la seule qui se conclut ici. Vraiment. Parce que même si j'aime beaucoup le plan séquence au début où on le voit gérer ce château, on le voit en plein contrôle, il est confiant. J'avais d'ailleurs peur qu'il ait encore perdu la tête parce que tu as cette séquence où il parle à l'un des conseils de Rhaenyra et tu vois que Simon le regarde. Tu as l'impression premièrement que Simon le regarde parler tout seul parce que Daemon a cette phrase par rapport au fait qu'il entend des murmures dans cet endroit un peu précis. Mais en fait, Simon, peu importe, le regarde parce qu'au fait, il va dire à Rhaenyra ce qui se passe et le fait que son conseil manigance derrière son dos. Donc Simon, c'est le goth. Mais j'avais peur vraiment que ce soit une illusion et qu'il soit encore un petit peu fou, ce qui aurait été dommage parce que voilà, il est enfin confiant. Mais l'illusion arrive après. C'est qu'il voit, grâce à Alice, un rêve du futur. On voit le corbeau à 3 yeux, Winter is coming, et ça met en place plusieurs choses. Ça met en place le fait qu'il voit maintenant sa reine sur le trône et pas lui ou n'importe qui d'autre, c'est assumé, et surtout que la guerre est futile. Ce qui compte aujourd'hui, c'est arrêter l'hiver qui arrive. C'est aussi pour ça qu'il abandonne ce discours de vouloir être roi, c'est qu'il se rend compte de la futilité de ce qui se passe, et il y a une autre priorité à cette guerre-là. Et la vraie guerre ne se passe pas ici en soi, elle se passe par rapport à ce qu'il voit dans cette vision et l'hiver qui arrive. Qui, lorsqu'on sait comment se finit Game of Thrones, c'est un peu normal d'être déçu de cette séquence. Mais bon, ça c'est un autre détail. Ce qui est intéressant par rapport à cette séquence, c'est le fait que Helaena est révélée comme une Dream Walker, je sais pas comment on appelle ça, je sais même pas si c'est le terme approprié, mais en gros elle marche à travers les rêves et c'est pour ça qu'il a plein d'infos à chaque fois par rapport à des choses qu'elle n'est pas censée savoir, parce que même s'il se sent détestée par le peuple et tu vois qu'elle prend vraiment à cœur ce qui se passe, elle a envie d'être aimée et qu'elle hésite même à fuir à un moment, elle refuse de se battre avec son dragon, en tout cas pour l'instant, et assume son rôle de quelqu'un qui voit un petit peu et l'avenir, d'où ce foreshadowing concernant Aemon. Enfin, elle est en train de lui dire comment il va mourir. Est-ce que ça va se passer comme ça? On sait pas, mais elle est en train de lui dire voilà, tu vas mourir comme ça. Elle est presque en train de le menacer parce qu'elle le critique par rapport au crime qu'il a commis et ne veut pas se battre avec lui parce que oui, Aemon dans cet épisode-là, d'ailleurs l'acteur joue très bien, Ewan Mitchell, a brûlé un fort rempli d'innocents. Pourquoi? J'ai du mal à le déterminer. Est-ce que c'est parce qu'il est devenu un petit peu fou? Est-ce que c'est par colère? Est-ce que c'était stratégique? Je ne pense pas. Je pense vraiment que c'est pour symboliser sa colère plus que de chose et sa frustration. Il refuse de nourrir le peuple, il s'en fout, ce qui va forcément lui coûter plus tard. Et il joue un peu ce rôle de roi fou qui perd un petit peu la tête, ils le disent Mad King dans cet épisode. Et j'aime bien cette évolution et j'aime bien ce développement, même si on le voit pas beaucoup à l'écran, on sait qu'il va faire des choix qui sont de moins en moins calculés, de moins en moins stratégiques, alors qu'à la base, il était régent aussi grâce à ça, parce qu'il était plus intelligent, plus calculé que les autres, mais il a un peu perdu ça. Donc son évolution va être intéressante, surtout quand tu as des personnages comme Cole qui est devenu un nihiliste, disons-le, ou alors un dépressif, je sais pas. Il est confronté par rapport à la sœur de cet homme qu'il aime, il en parle vraiment avec beaucoup d'amour d'un certain point de vue, mais tu vois qu'il a été bouffé par ce nihilisme parce qu'il croit même plus à l'honneur des gens. Il remet en perspective la corruption, le fait que les gens n'obéissent pas à leurs valeurs, mais surtout que la guerre qu'il a vue fait que tous les soldats ne sont que de la chair à canon. Les dragons détruisent tout, c'est même pas leur combat à eux. Ils se rendent compte qu'ils ne servent plus à rien, en fait, parce que c'est maintenant au tour des dragons de danser, comme il le dit, et puis c'est tout. Lui, il ne peut plus rien faire, mis à part être envoyé à la guerre et mourir par du feu de dragon. Il a compris son inutilité, et ça le déprime. Et t'as même l'autre mec qui s'assoit à côté, qui l'accepte, t'as l'impression. Il y a un moment, il dit même que la mort serait un soulagement. Il a complètement craqué. Mais c'est normal, c'est compréhensible, et c'est le symbole de l'armée qui, même si on les voit à la fin aller vers de l'avant parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est une armée démoralisée qu'on a là. Tous les petits conflits qui ont lieu entre Ulf et Hugh, par exemple, Ulf qui respecte pas du tout la cour, il a pas du tout les bonnes manières, déjà pris la grosse tête, il délégitime complètement Jace en lui disant qu'en fait ils sont pas si différents que ça, et forcément lui ça l'énerve. Ce mec devient déjà un problème, et pareil pour Hugh qui est plus calme et silencieux, mais tu vois qu'il ne veut pas tuer des innocents, et ça va causer un problème aussi. Mis à part Adam qui est solide sur ses appuis et qui est prêt et loyal, les autres tu vois qui doutent un petit peu de ce qu'ils ont fait, de l'équipe qu'ils ont rejoint, et ils sont pas prêts à aller à la guerre au final. Et je trouve ça assez intéressant mine de rien, et ça va beaucoup jouer évidemment. Jace se sent complètement illégitime, il se sent frustré, même si on essaie de le réconforter, à la fin, c'est pas lui qui a envoyé, c'est Adam. Donc forcément, il se sent de plus en plus mal. Il est toujours mis de côté. Il doit s'assumer, mais il n'est même pas choisi. Et si on parle de choses qui n'ont pas été choisies, on voit enfin Corlys parler de ses enfants avec un petit peu de regret, t'as l'impression. Il reste une bonne main, c'est-à-dire qu'il rappelle très bien à Rhaenyra qu'il ne faut
pas sous-estimer les dragons en face, que la guerre n'est pas du tout gagnée. Mais Corlys, c'est un peu le symbole de cette saison. C'est-à-dire qu'il est enfin prêt. Il a passé une saison, alors pas que lui, mais à réparer un navire. Et c'est le symbole de cette saison, c'est-à-dire que c'est une saison de transition. On se prépare, on se prépare, on se prépare, on se prépare. Et tout est symbolisé dans cette séquence qui est le même endroit en boucle depuis l'épisode 1, je crois, avec la même relation qui essaie d'être développée. Et enfin, il craque. Enfin, son fils lui dit les choses. Enfin, il le confronte. Parce que Corlys lui dit, il faut que tu sois un leader et tout. Mais il lui rappelle très bien que non, enfin, arrête, t'es pas mon père, t'as jamais été. J'ai grandi dans la pauvreté à cause de toi. Tu sais pas à quel point c'est dur. Et enfin, il a droit à cette confrontation. Enfin, parce que c'était clairement nécessaire. Et ça va aussi jouer par rapport à la suite où il rejoint évidemment le navire. Mais c'est là que tu vois un peu l'atrocité de la guerre de Une et le problème qu'a Rhaenyra, c'est que Rhaenyra est forcée de tuer des innocents. Et elle n'a pas le choix, même si elle ne le veut pas. Elle ne veut plus trouver une autre solution, elle va aller dans cette direction. Mysaria lui dit même que c'est un choix divin, clairement, et qu'il faut le faire, il n'y a pas d'autre solution. C'est toujours le peuple qui paye, mais voilà, c'est pour le bien commun, c'est pour sauver un peu toute cette histoire-là, parce qu'en vrai, oui, c'est une histoire de famille qui va causer des morts et des morts qui n'ont rien demandé, et qui souffrent à cause de ça. Ça a toujours été comme ça, les guerres, en général. Parce que même si elle est acceptée enfin par Daemon, parce que tout le château s'agenouille devant elle, elle menace d'ailleurs Daemon, elle refuse son bisou, tout ça, elle est enfin acceptée par son trône, et elle comprend aussi la futilité de la guerre, parce que Winter is coming, tout ça, c'est inarrêtable, c'est trop tard. Mais c'est le discours qu'on a depuis la saison 1, au fait. C'est le même discours depuis la saison 1, c'est ce que la saison 1 déjà dit depuis le début. Et c'est ce que cette saison 2 continue de dire. D'où la frustration en fait. Et c'est pas fini. Parce que même si moi j'ai défendu la première rencontre entre Alicent et Rhaenyra, je trouve que la deuxième n'est pas forcément nécessaire. De une, elle apparaît comme ça. Bon, ça je l'ai un petit peu accepté, j'avoue. Mais elle est inutile, cette rencontre. Parce que normalement, la dernière rencontre aurait dû être la dernière rencontre, émouvante, touchante, mais en fait non, c'est censé être celle-ci d'après les scénaristes. Parce qu'elle parle de leurs valeurs, Alicent cherche une sorte d'absolution ou tout simplement une sorte de solution avec un coup d'état qui n'aurait jamais pu marcher, soyons honnêtes, ça ne marcherait pas. Et elle cherche à éviter la guerre, mais c'est trop tard. Et ça, on l'a compris depuis la première rencontre. Donc elle essaye de se donner une sorte d'échappatoire, c'est-à-dire qu'au moins j'ai essayé. Mais cette rencontre n'est pas émouvante, même s'ils parlent de leur passé, de leur amour, enfin voilà, pas amour romantique, mais amour en tant que sœur, presque. Elle parle du père de Rhaenyra et tout. Bref, elles essaient de trouver un point commun émotionnel, mais ça ne marche pas et c'est fini. Et je trouve cette rencontre, et dans l'acting que je trouve assez maladroit et inintéressant, vraiment pas émouvante, vraiment pas touchante, et finir la saison sur ça, c'est un climax vraiment décevant. Au moins, s'il y avait une vraie émotion entre ces deux-là, ou un acting de fou, ou quelque chose de vraiment touchant, où tu dis, ok, c'est la dernière fois que ces deux se voient de leur vie, et j'espère que c'est la dernière fois, parce que c'était censé être la dernière fois. Moi, ce que je comprends là, c'est qu'Alicent, elle prend trop de place dans la série, et qu'elle n'avait plus rien à faire, et dans la saison 3, elle devrait prendre moins de place. Je veux dire, là, c'est bon. Son arc narratif a été tiré à droite à gauche, il est même pas conclu, ici, son arc. On arrive à la même conclusion que l'épisode 3, que la guerre est inarrêtable, qu'elle a essayé de l'arrêter et tout, qu'elle a réfléchi. C'est foutu, déjà, en fait. Donc, j'ai été déçu par cette confrontation entre les deux, c'est clair et net. Et c'est là que la fin est certes géniale, avec le montage, avec tout qui se prépare, tous les gens qui vont à la guerre, la musique de Ramin Djawadi qui est exceptionnelle, vraiment l'une de ses meilleures compositions, et rien à dire. La transition entre les deux plans de fin qui sont vraiment bien, même si on n'est plus à ce stade où, au fait, c'est une confrontation entre Rhaenyra et Alicent, d'après moi, à mes détails. C'était bien pour le marketing, mais là, c'est bon, faut passer à autre chose. C'est plus elle, les dirigeantes, enfin voilà, c'est fini, quoi. Donc j'espère vraiment que c'est la fin de cette relation. Mais bref, en vrai, c'est un super montage de fin, en théorie. C'est un beau montage. Toutes les pièces sont mises en place, il y a un crescendo visuel, musical. Ça pose plein de questions, comme le fait que Otto est emprisonné, on sait pas pourquoi. Mais disons les choses, honnêtement, et pour conclure, ça n'a clairement plus grand chose à voir avec les livres, donc je comprends que les gens qui ont lu les livres soient complètement déçus. La qualité de l'écriture est inférieure à la saison 1 et cette saison 2 est inférieure à la saison 1. Ça reste une bonne saison, mais cette fin, moi, m'a frustré pour plein de raisons. C'est-à-dire que moi, j'accepte une saison qui a beaucoup de remplissage, qui a beaucoup d'intrigues, qui avance certains arcs, mais si tu les conclus pas dans cette saison, et que toute ta saison, elle ne sert qu'à teaser la saison 3, c'est pas ce que j'appelle une bonne saison en soi. Normalement, chaque saison de chaque série s'achève. Et là, c'est encore pire parce que là, tu as l'impression d'avoir vécu une saison de transition, plus qu'autre chose, pour une saison 3 qui arrive dans 2 ans, voire plus. Une saison se conclut normalement. Là, j'ai l'impression d'avoir vu un final de mi-saison, quoi. Et je le dis vraiment, c'est le pire final d'une saison de Game of Thrones. Des 10 saisons qu'on a eues, on compte pas la 8e de Game of Thrones parce que c'était une fin, voilà, vous avez compris. Je trouve ça hyper décevant comme fin. Je voulais pas une bataille. La saison 1 n'a pas une bataille finale. Et personne l'a critiqué, la fin de la saison 1, tout le monde l'a adoré. Je voulais une conclusion à des intrigues, à des arcs, et je voulais un vrai bon teasing plutôt que le teasing qu'on a depuis la saison 1, ah la guerre va arriver, parce que là la fin de la saison 2 c'est ah la guerre arrive. Il fallait au moins un moment marquant, je veux dire on est dans une fin de saison de Game of Thrones, il n'y a pas eu un mort, il n'y a pas eu un arc ou une conclusion dramatique de fou à quelque chose, il s'est rien passé pour une fin de saison. En tant qu'épisode, c'est un bon épisode, en tant qu'épisode de fin de saison, où il faut attendre 2 ans minimum,
C'est pas bon, je suis désolé. On nous a pas donné assez à manger. Il y a des gens qui vont dire que la grève des scénaristes a beaucoup impacté cette saison. C'est faux. Et elle a commencé son tournage avant la grève des scénaristes et des acteurs d'ailleurs. Le vrai souci, je pense que c'est le changement de showrunner avec Ryan Condal, c'est le changement de l'équipe de scénaristes. Parce qu'en termes de mise en scène et tout, la saison était au niveau. Il y a rien à dire. Visuellement, c'était impactant. Mais c'est juste que le scénario tenait pas la route pour une saison comme ça, quoi. Et surtout pour un final. Et moi, ça m'inquiète parce que du coup, la saison 3, en théorie, qu'est-ce qui doit se passer? C'est censé être la guerre non-stop. Bataille après bataille. Pour moi, ils auraient dû mettre l'une des batailles cultes de la suite là dans cette fin de saison, ou alors un teasing un peu plus important de cette bataille ici ou un truc comme ça. Il fallait mieux teaser les choses, il fallait nous donner plus à manger, et moi je m'inquiète que HBO ait le courage de faire une saison 3 épique, parce que House of Dragon n'est pas le phénomène qu'il souhaite. C'est une série qui coûte bien plus cher que Game of Thrones, qui rapporte moins d'argent, qui n'est pas le phénomène mondial, et je m'inquiète que HBO n'ait pas le courage de mettre le budget et de mettre le talent derrière pour proposer maintenant la guerre. Tu vois, ils ont plus l'excuse maintenant. Faut aller à la guerre. Ça fait une saison qu'on doit aller à la guerre déjà. Et j'ai du mal à voir HBO, avec les audiences de cette saison 2 qui sont inférieures à la saison 1 d'ailleurs, mettre le paquet pour la saison 3. J'espère qu'ils vont le faire. Ils ont intérêt. Mais vu le prix déjà de cette saison 2 et vu l'argent qu'ils doivent mettre dans la 3, c'est inquiétant. Surtout qu'ils ont fait exprès de choisir ce Dragon comme récit parce que c'est là qu'il y a le plus de batailles et le plus de dragons. Maintenant, il faudra assumer. Et moi, j'ai aucun souci si la saison 3 est la dernière, mais il faut qu'ils assument et mettent le budget. J'ai pas envie d'avoir deux saisons 3 et 4 qui sont divisées en deux parce qu'il n'y avait pas le budget et ils vont pas oser aller à fond en termes de budget parce que oui, ils l'ont teasé. Ils ont dit maintenant il y aura des batailles. On verra. Et croyez-moi, il y aura pas mal de batailles qui seront montrées hors champ. Parce que le principe même du streaming ne permet pas de mettre des sommes colossales dans des séries comme ça, quoi. Économiquement, ça semble compliqué, mais on verra bien. Honnêtement, j'espère avoir tort, mais je suis évidemment inquiet. Et je trouve que c'est légitime d'être inquiet. Bref, c'était ça ma conclusion concernant cette saison. Malheureusement, j'aurai pas le temps de faire d'autres vidéos concernant House of Dragon. J'ai beaucoup de vidéos à faire pour les semaines qui viennent et je prends quand même un petit peu de vacances. Une semaine, c'est pas énorme, mais j'ai forcément des vidéos à faire en avance. Du coup, j'ai dit tout ce que je voulais dire sur cette saison 2. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment, mais encore une fois, merci d'avoir suivi ces nombreux épisodes. Vous étiez nombreux et ça me fait toujours plaisir d'avoir vu vos réactions, les débats. Ça me permet de rebondir et tout. C'était grave cool. Donc, merci à vous. Et mettez-moi évidemment, encore une fois, votre avis sur ces saisons 2 dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer tous les fonds de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.